Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la triste histoire du meurtre de Paquita Parra. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en France, dans le département de la Charente, et plus précisément dans la commune de Puy-Moyen, près d'Angoulême. Nous sommes le 4 décembre 1998 et il est 3 h du matin lorsqu'une brigade de gendarmerie en patrouille tombe en pleine campagne sur une voiture calcinée. À l'intérieur, ils devinent des restes humains. Un corps est calciné sur le siège conducteur. Il ne reste pas grand-chose de la voiture à part la carcasse, mais heureusement, il reste la plaque d'immatriculation. Et c'est grâce à ça qu'ils découvrent que l'identité de la propriétaire de la voiture est une certaine Francesca Parra, qui habite à Villebois-la-Valette, commune située à une vingtaine de minutes de là. Ils se rendent chez sa mère au petit matin pour lui demander si elle possède un double des clés de sa fille, ce qu'elle leur confie, et ils se rendent à son domicile. Mais il n'y a personne, et tout est en ordre. Ils appellent alors son petit ami et son travail, mais il faut bien se rendre à l'évidence, Paquita n'est nulle part. Les doutes sur l'identité de la personne retrouvée s'envolent malheureusement. Et c'est l'examen dentaire réalisé le jour de l'autopsie qui va confirmer le pire. C'est bien Francesca Parra qui est décédée dans sa voiture. Francesca Parra, appelée par tous Paquita, est née le 5 août 1968. Ses parents sont des immigrés espagnols arrivés en France en 1950. Paquita a 5 frères, c'est la 4e de la famille. Ses parents étaient ravis d'avoir une petite fille, enfin, après 3 garçons. Elle a été très chouchoutée et elle a eu une enfance heureuse. Au moment de sa mort, Paquita a 30 ans. Elle travaille dans une centrale d'achat d'une célèbre enseigne. Elle a acheté sa maison 2 ans plus tôt, après s'être séparée de son ex. Depuis, elle a un nouveau petit ami, un collègue de travail, mais ils n'habitent pas ensemble. Tout est très calciné dans la voiture, à part les armatures. On ne trouve ni trace digitale, ni trace ADN. Le pare-brise est bizarrement intact, à côté du véhicule, comme s'il avait été enlevé pour faire appel d'air. L'analyse des cendres montre la présence d'essence. Sous le siège conducteur est retrouvé un tube en aluminium, type tube de crème, et une lame de cutter. Détail important, le siège conducteur est reculé au maximum alors que Paquita mesurait 1,57 m. En raison de l'état du corps, le médecin légiste n'est pas en mesure de déterminer précisément ni la cause de la mort ni l'heure de la mort. Néanmoins, il constate un renfoncement crânien sur le côté droit de son crâne, qui laisse penser à un coup ou un choc. Et d'après l'analyse de ses poumons, il a pu aussi déterminer qu'elle avait été brûlée après sa mort. Elle n'a donc pas eu d'accident quelconque qui aurait pu entraîner un incendie dans sa voiture et où elle y serait restée bloquée par exemple. Quelqu'un l'a clairement assassinée et a voulu effacer ses traces en la brûlant. Alors, qui aurait pu commettre un tel acte ? Le 3 décembre 1998, Paquita se rend au travail à 8 h et en repart à 17 h. Rien d'anormal n'est constaté par ses collègues. Mais il y a cependant un détail inhabituel. Tous les jours, elle passe voir sa maman en sortant du travail. Mais pas cette fois. Encore plus troublant, à 18 h 15, elle se rend à la gendarmerie. Elle a à la base rendez-vous quelques jours plus tard, le samedi, pour un dépôt de plainte suite au vol de son sac à main et de son chéquier. Mais là, elle vient pour se renseigner et savoir s'il est possible de mettre son téléphone sur écoute. Mais les gendarmes n'ont a priori pas vraiment de temps à lui accorder et l'invitent à revenir samedi comme prévu. À 18 h 30, des témoins la voient rentrer chez elle puis en repartir à 19 h. L'étude de sa téléphonie fixe, puisqu'à l'époque elle n'avait pas de portable, montre qu'elle n'a ni passé ni reçu d'appel ce jour-là. Alors, où est-elle allée ? Avait-elle rendez-vous avec quelqu'un ? En parallèle, un homme a témoigné avoir vu une femme aux cheveux longs, mal à l'aise, se pencher pour se cacher dans une petite voiture rouge à l'endroit où Paquita a été retrouvée. À 23 h 30, un couple aperçoit des flammes d'une hauteur de plus de 2 mètres. On estime, grâce à ce témoignage, que l'incendie a dû se déclarer un quart d'heure plus tôt, soit à 23 h 15. Stéphane, le petit ami de Paquita, est bien évidemment auditionné.
Il en ressort que leur relation n'était pas sans faille. Lui ne souhaitait pas s'investir davantage avec elle. Le soir du meurtre, il était à son entraînement de foot jusque 21h15. Ensuite, il dit être rentré chez lui pour regarder un match de foot jusque 23h et s'être endormi. Il relatera précisément les différentes actions du match, ce qui va convaincre les enquêteurs de son innocence. En parallèle, de nombreux proches de Paquita, famille et amis, vont dire aux enquêteurs qu'ils l'ont vue ces derniers temps, depuis environ 3 mois, très souvent en compagnie de Franck, son ex avec qui elle est restée 4 ans, et avec qui elle a vécu une relation tumultueuse. En gros, ils ont passé 4 ans à se disputer, se remettre ensemble, se séparer, et lui était, selon certains témoignages, assez violent avec elle. Donc, ces derniers temps, sa famille a constaté que des tableaux de Franck, qui est artiste peintre, ont été peu à peu raccrochés sur les murs de la maison de Paquita. Des témoins les ont vus aussi manger au restaurant une semaine à peine avant le crime. Bref, ils pensent tous qu'ils s'étaient remis ensemble, enfin presque, car interrogé à ce sujet, Stéphane lui tombe des nues et ne semble pas être au courant de cette relation. Franck non plus d'ailleurs. Convoqué à son tour, il nie les faits et dira que depuis leur séparation, ils ne se sont revus qu'une seule fois pour qu'il récupère ses affaires. Et puis, il a un alibi. Il dîne au restaurant La Bonne Franquette avec un ami, Joël. Ils partent du restaurant vers 23h et il retrouve d'autres amis pour finir la soirée. Il rentre, il est environ minuit et demi. Mais les enquêteurs, en vérifiant l'alibi de Franck et en interrogeant les personnes présentes ce soir-là au restaurant, vont se retrouver devant un témoignage qui va tout changer. Un couple affirme qu'en partant à 21h30 de ce restaurant, ils sont passés devant la table de Franck et Joël et disent qu'ils ne s'y trouvaient plus et que la table n'avait pas encore été débarrassée. Les enquêteurs savent que Franck a déjà menti en niant avoir revu Paquita, car plusieurs témoins affirment le contraire. À 21h30, il aurait eu tout à fait le temps de parcourir les 20 minutes de route qui séparent le restaurant du lieu du crime. Alors le 28 septembre 1999, moins d'1 an après le meurtre de Paquita, Franck est placé en garde à vue et son domicile est perquisitionné. On y retrouvera des tubes de gouache identiques à ceux retrouvés dans la voiture de Paquita, des lames de cutter également identiques à celles retrouvées, et plus accablant encore, un ticket de caisse montrant que Franck a acheté le jour du meurtre de Paquita des gants en latex et 3 bidons d'essence. Franck nie toujours les faits qui lui sont reprochés. Il explique la présence de la gouache et de la lame de cutter par le fait qu'il est resté 4 ans avec Paquita et qu'il lui arrivait d'utiliser sa voiture. Pas étonnant donc si des affaires à lui s'y trouvaient encore. De même pour les achats qu'il a effectués le jour du meurtre, c'est pour sa peinture qu'il a acheté des gants et de l'essence. Excuse unique et bien pratique d'ailleurs. Bref, cela ne convainc personne, Franck est mis en examen pour assassinat. Mais du fond de sa prison, il clame son innocence et il engage un avocat spécialisé et un détective privé pour mener une contre-enquête afin de démontrer son innocence. Et ça marche. Entre autres, ils ont recueilli plusieurs témoignages de personnes travaillant à la Bonne Franquette et du PMU d'à côté qui ont confirmé la présence de Franck et Joël jusqu'à quasi la fermeture du restaurant, soit bien 23h comme ils l'avaient déclaré au départ. L'analyse d'une psychocriminologue qui avait été demandée et effectuée pour le dossier a également été annulée. En fait, elle avait rendu des conclusions sans jamais avoir rencontré l'accusé. L'avocat dénonce une erreur judiciaire et on lui donnera raison. Franck est libéré. Il est indemnisé à hauteur de 130 000 € pour les 355 jours passés en prison. Toutes les investigations qui ont été menées à son encontre et les fautes de procédure sont retirées du dossier d'instruction qui se retrouve quasiment vide. En 2009, on classe le dossier par un non-lieu et la procédure s'arrête, en laissant la famille de Paquita sans réponse et surtout sans plus d'espoir. Il faudra attendre 2018, soit 10 ans après la fermeture du dossier et 20 ans après le meurtre de Paquita, pour qu'un rebondissement inattendu amène enfin à la réouverture du dossier. Une mère de famille se présente à la gendarmerie avec une boîte rose. Elle déclare que sa fille, 1 an plus tôt, a trouvé cette boîte lors d'une sortie scolaire à 2 km du lieu où Paquita a été retrouvée. L'adolescente l'a ramenée chez elle sans en parler plus que ça, et lorsque sa mère en a pris connaissance et a voulu faire des recherches pour rendre cette boîte à son propriétaire, elle est tombée sur l'histoire de Paquita Parra et s'est logiquement rendue à la gendarmerie, choquée. Cette boîte rose est très bien conservée. Elle était partiellement enfouie au pied d'un arbre. Les experts s'accordent à dire qu'elle n'a pas passé 20 ans dans la nature. Elle contient un pull verdâtre, des cartes de fidélité Auchan et Conforama au nom de Francesca Parra, un badge Les Mousquetaires de l'endroit où elle travaillait, et un porte-chèque du Crédit Agricole vide. Autrement dit, le contenu du sac qui lui avait été volé, en août 98. Incroyable mais vrai. Alors j'ai envie de dire, on fait quoi de ça? D'abord, on cherche des traces ADN. On en trouvera 3. Celle de la mère de famille qui a ramené la boîte, celle de la fille qui a trouvé la boîte, jusque-là logique. Un 3e ADN est retrouvé sur cette boîte. Mais il est inconnu. Suite à la réouverture du dossier, l'exhumation du corps de Paquita Parra sera effectuée en 2019.
mais a priori, rien de plus n'en ressortira. En 2021, 4 personnes de l'entourage familial et amical de Paquita sont placées en garde à vue pour des vérifications sur certaines déclarations qu'ils ont pu faire. Mais ils seront tous relâchés sans aucune charge contre eux. Le dossier de Paquita Parra est désormais entre les mains du pôle Cold Case de Nanterre. La maman de Paquita, Carmen, est malheureusement décédée en janvier 2024 et ne saura jamais ce qui est arrivé à sa fille. Alors, dans cette affaire, à côté de quoi sont passés les policiers ? Déjà, il aurait été primordial de vérifier un peu plus que ça l'emploi du temps de Stéphane. Certes, à l'époque, il n'y avait pas de replay, mais des magnétoscopes. Il aurait pu voir son match en différé. Pourquoi Paquita voulait qu'on la mette sur écoute ? Se sentait-elle menacée ? Si oui, par qui ? Si les agents présents ce jour-là avaient essayé d'un peu plus creuser son histoire, on aurait pu savoir si cela avait un lien avec la déposition qu'elle devait faire le samedi ou non. Et puis, le plus important selon moi, personne n'a jamais pu résoudre la question où était Paquita et avec qui entre 19h30, heure à laquelle on la voit partir de chez elle, et 22h30, heure à laquelle sa voiture est aperçue avec quelqu'un à l'intérieur. Et pourtant, elle est bien là la clé de l'énigme, vous croyez pas ? Donc Stéphane va être entendu parce qu'il peut effectivement avoir un mobile, une raison. S'il avait découvert que Paquita n'était pas sérieuse, que Paquita le trompait, peut-être a-t-il voulu se venger. Voilà, c'est en tout cas l'hypothèse des gendarmes. Stéphane sort de son entraînement de foot le 3 décembre 1998 à 21h15. Il rentre chez lui et Paquita l'attend. Car c'est chez lui qu'elle est allée à 19h30 pour lui faire un repas en amoureux lorsqu'il rentrerait du foot. Sauf que Stéphane a appris ce soir-là que Paquita le trompait avec son ex. Alors, une grosse dispute éclate et le pire arrive. Elle décède sous les coups. Et lui, il pense tout de suite à effacer les traces de son crime. Alors, il prend du combustible, il dépose Paquita dans le coffre de sa voiture et il décide de rouler jusqu'au premier endroit sombre et isolé qu'il trouvera, pas trop loin de chez lui non plus, pour mettre le feu à son corps, afin d'effacer les traces de coups, et à sa voiture, afin d'essayer de retarder l'identification du corps. Dans cette théorie, il repartira jusque chez lui à pied, mais comme l'homme est apparemment sportif... Elle m'a dit franchement que Franck la battait, qu'il lui avait mis des coups de genoux dans le ventre, qu'il l'avait frappé plusieurs fois. Elle me l'a dit clairement. Franck, dès que j'ai su que ma soeur était décédée, j'ai dit aux gendarmes, depuis le temps qu'il cherchait à la détruire, il a réussi. Paquita part de chez elle à 19h30 pour aller rejoindre Franck. Ils sont censés aller manger au restaurant La Bonne Franquette et rejoindre là-bas leur ami José. Mais ils se disputent directement en arrivant. Il n'aime pas la façon dont elle s'est habillée pour sortir et il lui fait un scandale. Vous captez ? Ça part de là. Et Paquita ne se laisse pas faire. Elle lui dit que dans ce cas-là, elle vient pas. Elle rentre chez elle. Ce qui a le don d'agacer Franck. Et comme il a des tendances violentes, il ne lui en faut pas plus pour se mettre à la frapper. Sauf que cette fois, il la frappe tellement fort qu'elle en décède. Il décide d'aller tout de même rejoindre José, non seulement pour se créer un alibi, être vu par de nombreuses personnes et trouver une solution pour se débarrasser du corps qu'il a laissé chez lui, et surtout de sa voiture qui est garée devant son domicile. C'est ensemble qu'ils vont décider de la suite des événements que vous connaissez. Et José va aider en suivant la voiture de Paquita afin qu'il puisse s'échapper rapidement dès la prise du feu. C'est suspect, c'est vrai. Comme par hasard, elle a été à la gendarmerie, juste après elle décède, alors qu'elle devait y retourner le samedi pour un rendez-vous. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Elle craignait quelque chose. Alors je pense que il y a quelque chose qu'on n'a pas noté, qu'on n'a pas vu, que la gendarmerie est passée à côté. L'histoire d'échec, tout ça, je pense que tout ça c'est lié. Si Paquita voulait qu'on mette son téléphone sur écoute, c'est que clairement, elle était harcelée. Alors, est-ce qu'on la faisait chanter ? Est-ce qu'elle recevait des coups de téléphone anonymes chez elle en pleine nuit ? Ça, malheureusement, on le saura jamais. Mais si elle était harcelée, il est probable que ce soit quelqu'un qu'elle connaissait.
un ou une collègue de travail, un ou une amie jaloux ou jalouse, la personne qui lui a volé son sac par exemple. Il y a de nombreuses possibilités. Mais Paquita ignore l'identité de cette personne. Et ce soir-là, malheureusement, elle décide d'aller se jeter directement dans la gueule du loup et aller se confier à cette personne mystérieuse. Alors quand elle comprend que la police est presque au courant et qu'elle va la mettre sur écoute, que son numéro sera certainement retracé, elle panique. Et pour ne pas être découverte au grand jour, elle tue froidement Paquita. Le conjoint ou la conjointe de cette personne l'aidera à amener la voiture de Paquita là où on la retrouvera le lendemain matin. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, son petit ami. Théorie 2, son ex. Théorie 3, le faux ami. Ou théorie 4, la vôtre. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau Cold Case.